Une liaison secrète. Un mari trahi qui transforme sa douleur en chef-d'œuvre. Et une vengeance si élégante qu'elle devient une légende nationale. Cette histoire vraie va vous glacer le sang. Quand Sylvie rentre chez elle ce soir-là, elle ne se doute pas que chaque moment de sa trahison a été enregistré. Son mari Édouard a tout vu. Mais sa réaction? Personne ne l'a vu venir. Pas de cris, pas de violence. Juste une stratégie froide et brillante qui va détruire sa réputation tout en construisant un empire artistique. Bienvenue sur la chaîne Histoire d'infidélité. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette histoire bouleversante de trahison, de résilience et de justice poétique. Dans les commentaires, dites-nous de quelle ville vous nous regardez et quel temps il fait chez vous en ce moment. Installez-vous confortablement, car cette histoire en 3 actes va vous tenir en haleine jusqu'à la dernière seconde. Au cœur de la nuit, alors que la ville s'était déjà enfoncée dans le silence et que seuls quelques lampadaires illuminaient l'asphalte mouillé par la pluie récente, les talons de Sylvie résonnaient régulièrement sur le trottoir, la rapprochant de sa maison modeste mais si familière. Ses cheveux habituellement impeccablement coiffés pour le journal télévisé du soir étaient maintenant légèrement décoiffés, témoignant des événements tumultueux qui venaient de se produire. Sylvie passa machinalement son doigt sur sa lèvre inférieure, sentant la trace à peine perceptible de son rouge à lèvres étalé. Preuve d'une rencontre passionnée avec Marc quelques heures plus tôt. L'adrénaline de ce rendez-vous secret et interdit pulsait encore dans ses veines, lui procurant ce sentiment d'énergie vivante qu'elle n'avait pas ressenti depuis une éternité. Cependant, en approchant de sa maison, une inquiétude inexplicable l'envahit, le pressentiment de quelque chose de sinistre. Toutes les fenêtres de la maison étaient vivement éclairées, arrachant brusquement à l'obscurité la pelouse bien entretenue, spectacle pour le moins inhabituel à une heure aussi tardive. Sylvie ralentit le pas devant la porte d'entrée. Sa main se figea au-dessus de la poignée froide. Quelque chose n'allait définitivement pas. Elle le sentait instinctivement, avec cette intuition infaillible qui l'avait bien servi durant 10 années de travail intense comme journaliste sur une chaîne d'information. Elle ouvrit prudemment la porte, et ce qu'elle vit glaça son sang. Juste devant le seuil, soigneusement rangée, se trouvait sa valise de luxe, celle-là même qu'Édouard lui avait offerte pour leur anniversaire de mariage 1 an auparavant. Le cœur de Sylvie se mit à battre follement, et l'excitation agréable de la rencontre récente s'évapora instantanément, cédant la place à une angoisse glaciale. D'un pas lent, comme étranger, Sylvie se dirigea vers le salon. Là, dans la lumière crue du téléviseur allumé, se tenait Édouard, l'homme avec qui elle avait vécu plus de 20 ans. Il était immobile sur le canapé de cuir usé. Son regard était rivé sur l'écran, et sur son visage était figée une expression que Sylvie n'avait jamais vue auparavant. Un masque d'émotion contenue, suscitant une terreur inimaginable. Lorsqu'elle entra, son regard fut involontairement attiré par l'écran. Le souffle lui manqua. À l'écran, en haute définition, s'affichait une vidéo la montrant avec Marc dans divers lieux de leur rencontre secrète. Leur refuge secret avait été révélé au monde entier. Édouard s'en a regardé, tendit silencieusement à Sylvie une enveloppe épaisse. Elle la prit, sentant ses doigts s'engourdir. À l'intérieur se trouvait une pile de papiers, des documents de divorce. Sylvie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Avant qu'elle ne puisse prononcer un mot, un mouvement dans l'ombre attira son attention. Laure, leur fille de 16 ans, se tenait là. Son regard était fixé sur la dernière sculpture de verre de son père, un cœur brisé. Le symbolisme était douloureusement évident. La voix de Laure, lorsqu'elle parla enfin, était emplie d'une telle douleur qu'elle déchirait l'âme. « Comment as-tu pu nous faire ça ? À papa !» murmura-t-elle. Ses paroles débordaient de colère et d'une profonde trahison. « Je te faisais confiance, et tu m'as menti chaque jour. » Sylvie fut submergée par un sentiment de culpabilité dévorant. Elle tendit la main pour toucher sa fille, la réconforter ou au moins tenter d'expliquer. Mais Laure se recula brusquement de son contact, comme si celui-ci la brûlait, se serrant contre son père. Ce rejet blessa Sylvie plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. Édouard prit enfin la parole. Sa voix était calme, mais glaciale, transperçant le silence tendu comme un couteau aiguisé. « Nous savons tout, Sylvie, dit-il, chaque mot soigneusement pesé, dépourvu de toute émotion. Il n'y a plus rien à dire. S'il te plaît, pars. »
Le caractère définitif de son ton ne laissait aucune place à la discussion. Sylvie restait là, son monde s'effondrant autour d'elle, et le poids de ses actes s'abattant sur elle avec toute sa force destructrice, l'ensevelissant sous les décombres de sa vie passée. La lumière crue et impitoyable des lampes fluorescentes de l'hôtel près de la lisière forestière éclairait sans merci la chambre défraîchie. Sa valise de luxe, symbole de sa prospérité passée, semblait complètement ridicule sur le fond du mobilier usé et des murs mornes. Sylvie était assise au bord du lit inconfortable. Le téléphone dans sa main était serré comme une bouée de sauvetage dans une mer déchaînée. Pour la 10e fois en quelques minutes, Sylvie composa le numéro de Marc, et pour la 10e fois, elle n'entendit que la voix indifférente du répondeur. Ses messages devenaient de plus en plus désespérés, emplis de supplications. « Marc, s'il te plaît » implora-t-elle. Sa voix se brisait sous les sanglots qui montaient. « J'ai besoin de ton aide. Tout s'effondre. Rappelle-moi immédiatement. » Le lendemain matin, Sylvie entra dans le bâtiment de la chaîne d'information, la tête haute malgré le chaos intérieur. Elle sentait sur elle les regards insistants de ses collègues, entendait leurs chuchotements à peine perceptibles, ressentait leurs coups d'œil en biais. Ces conversations murmurées la faisaient trembler, la faisant se recroqueviller intérieurement. Agnès, la directrice stricte de la chaîne télévisée, convoqua Sylvie dans son bureau. L'entrevue fut extrêmement tendue. La désapprobation d'Agnès était plus qu'évidente. « Cela pourrait te coûter ton poste de présentatrice, Sylvie, » dit Agnès, et son ton était sévère et intransigeant. « Nous ne pouvons pas permettre que nos téléspectateurs doutent de l'intégrité de notre équipe, de ses principes moraux. » Tentant désespérément de sauver sa réputation qui s'effondrait rapidement, Sylvie proposa une idée audacieuse. « Et si nous faisions une série de reportages sur les liaisons au bureau ?» suggéra-t-elle, s'accrochant à la dernière branche. « Nous pourrions présenter cela comme une enquête approfondie sur les relations professionnelles modernes, leur complexité et leurs conséquences. » Les sourcils levés d'Agnès montraient sans équivoque ce qu'elle pensait de cette idée. En sortant du bureau, Sylvie se sentait complètement brisée et vidée. Marc l'attendait dans une salle de réunion vide. Son visage était mortellement pâle. Dans ses yeux se lisait une panique non dissimulée. « Sylvie, c'est une catastrophe, siffla-t-il. Ma femme menace de partir. Et on vient de me proposer un excellent poste sur une autre chaîne. Je m'en vais et ne me cherche pas. » Sylvie sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Marc, tu ne peux pas simplement m'abandonner. Nous sommes ensemble. Nous nous sommes fait des promesses. » Mais Marc reculait déjà, secouant la tête. « Désolé, Sylvie. Je suis vraiment navré, mais je n'ai pas le choix. » Marc partit, laissant Sylvie seule dans la salle de conférence vide. Un sentiment de solitude dévorante l'envahit, s'abattant sur elle de tout son poids. Plus tard dans la soirée, incapable de passer une nuit de plus dans la chambre d'hôtel misérable, Sylvie passa devant son ancienne maison. Elle se gara de l'autre côté de la rue, observant par la fenêtre Édouard, réconfortant Laure dans le salon. Cette scène la transperça comme un couteau aiguisé, devenant un rappel visible de ce qu'elle avait détruit et de la perte irréparable. Assise dans sa voiture et plongée dans l'autoflagellation, Sylvie remarqua quelque chose qui fit bondir son cœur. Dans le garage se trouvaient des cartons d'emballage. Édouard était sérieux concernant le divorce, et apparemment, il planifiait un déménagement prochain. La panique lui serra la gorge. Elle saisit convulsivement son téléphone, tenta d'appeler Édouard, mais découvrit que le numéro était coupé. Tous les moyens habituels de communication étaient interrompus, la laissant dans une solitude et une impuissance totale. Dans l'atelier au fond du jardin de leur maison autrefois commune, Édouard canalisait sa douleur et son désespoir dans l'art. Le tintement du verre brisé emplissait l'air tandis qu'il travaillait, créant une série de sculptures irrégulières et fracturées. Chaque œuvre était l'incarnation physique des fissures de sa vie détruite, le cri de son âme meurtrie. Pendant qu'il travaillait, le téléphone sonna. Édouard s'arrêta, essuya son front du revers de la main avant de répondre. La voix à l'autre bout appartenait à Fanny Dupont, conservatrice de la prestigieuse galerie Espace Art XXe siècle. « Monsieur Rousseau » résonna la voix cultivée de Fanny dans le haut-parleur. « Je suis votre travail depuis longtemps et je dois dire que votre nouvelle direction est vraiment captivante. Nous aimerions vous offrir l'opportunité de présenter vos œuvres lors de notre prochaine exposition que nous avons intitulée « Paysage émotionnel ». La main d'Édouard se crispa sur le téléphone.
C'était une opportunité incroyable qui pouvait faire passer sa carrière à un niveau complètement nouveau. Mais était-il prêt à mettre son âme à nu devant le monde à travers son art, exposant sa douleur et ses souffrances? Pendant ce temps, au collège Aurore, Laure faisait face à ses propres difficultés. Dans les couloirs de l'école, on parlait d'elle à voix basse. Chacun de ses mouvements était suivi par des regards curieux. Elle baissait la tête, essayant d'ignorer les regards insistants et les chuchotements humiliants, jusqu'à ce qu'une voix familière ne perce le bruit. « Hé, Laure, comment ta mère apprécie-t-elle son nouveau petit ami ?» Laure se retourna brusquement pour se retrouver face à Dominique, son ancienne meilleure amie. Le sourire narquois de Dominique était cruel. Ses yeux brillaient d'une joie malveillante. Quelque chose se brisa en Laure. « Ferme-la » cria-t-elle, se jetant sur Dominique. Les filles s'agrippèrent dans un enchevêtrement de membres qui se battaient et de cheveux qui volaient. Il fallut 2 enseignants pour les séparer. Toutes deux, échevelées et haletantes, se retrouvèrent dans le bureau du directeur. Plus tard dans la journée, Édouard était assis en face de Gilles Martin, le professeur d'anglais de Laure. L'inquiétude dans ses yeux était évidente lorsqu'il poussa un dossier sur la table vers lui. « Monsieur Rousseau, je m'inquiète pour Laure », commença doucement Gilles. Ses notes ont chuté brutalement et elle est devenue de plus en plus renfermée. L'incident d'aujourd'hui avec Dominique n'est que le dernier d'une série d'événements troublants qui arrivent à votre fille. Édouard hocha la tête. Son cœur battait fort à la prise de conscience de toute la profondeur de la souffrance de Laure. Il savait qu'elle souffrait, mais ne comprenait pas à quel point et combien profondément. En sortant de l'école, plongé dans ses sombres pensées, il remarqua une voiture familière sur le parking. La berline de Sylvie était garée près de l'entrée. Sa mâchoire se crispa lorsqu'il réalisa qu'elle tentait de contacter Laure directement sans qu'il le sache. Il accéléra le pas, rattrapant Laure alors qu'elle sortait de l'école. Sylvie était là. Ses yeux étaient grands ouverts, suppliants, tandis qu'elle s'approchait de sa fille. « Laure, ma chérie, s'il te plaît » implora Sylvie en tendant la main. « Donne-moi une chance de m'expliquer, je vais tout raconter. » Laure recula brusquement, se détournant. Édouard intervint. Sa voix était calme, mais pleine de force contenue. « Sylvie, dit-il d'une voix basse et contrôlée, tu dois partir, immédiatement. » Sylvie ouvrit la bouche pour protester, mais quelque chose dans l'expression d'Édouard la fit changer d'avis. Elle recula, observant impuissante Édouard conduire Laure vers la voiture. Sur le chemin du retour, le silence dans la voiture était épais, presque palpable. Finalement, Laure ne put se retenir et exprima ses peurs les plus profondes et sa douleur. « Papa, j'ai tellement peur », murmura-t-elle entre les sanglots. « Et si elle nous abandonnait pour toujours? Et si toi aussi tu partais, comme maman ?» Édouard arrêta la voiture, se tournant vers sa fille. Son cœur se brisait à la vue de sa douleur, une douleur qu'il connaissait trop bien, qu'il vivait lui-même. « Laure, dit-il doucement en prenant ses mains dans les siennes, je ne t'abandonnerai jamais. Nous surmonterons cela ensemble, je te le promets. Nous passerons à travers tout. » Tandis que Laure sanglotait, Édouard la serrait fort dans ses bras. Ses propres larmes tombaient silencieusement. Ils restèrent ainsi, père et fille, s'accrochant l'un à l'autre face à un monde détruit, trouvant réconfort et force dans leur amour partagé et leur douleur inimaginable. 3 mois lancinants s'étaient écoulés depuis le jour où le monde de Sylvie s'était effondré. L'air frais d'automne portait avec lui une sensation de changement, semblable au changement de couleur du feuillage dans le jardin des Rousseaux. Dans son atelier, Édouard se tenait devant sa dernière création, un chef-d'œuvre saisissant de verre brisé qui semblait capturer l'essence même de la trahison, de la perte et de la renaissance qui s'ensuit. Le téléphone sonna, interrompant le silence contemplatif. Édouard essuya ses mains sur son tablier de travail avant de répondre. « Monsieur Rousseau, c'est Fanny Dupont de la galerie Espace Art XXe siècle », résonna la voix cultivée à l'autre bout. « J'appelle pour discuter de votre nouvelle série de sculptures intitulée « Reflets brisés ». Elle est devenue un véritable événement dans le monde de l'art, suscitant un large écho. Édouard serra plus fort le téléphone. Il avait investi toute sa douleur, toutes ses émotions dans ses œuvres, sans jamais s'attendre à ce qu'elles résonnent si fortement chez d'autres personnes. « Nous aimerions vous proposer une exposition personnelle, continua Fanny. Cela pourrait être un moment décisif pour votre carrière, monsieur Rousseau. Cela pourrait vous amener à une reconnaissance nationale et même internationale. »
La proposition restait suspendue dans l'air, tentante et effrayante à la fois. Les pensées d'Édouard filaient fiévreusement. C'était l'opportunité d'une vie, mais à quel prix? J'ai besoin de réfléchir, murmura-t-il. Sa voix était rauque sous les émotions qui affluaient. À ma fille, Laure, je dois penser à comment cela pourrait l'affecter, comment se répercuter sur notre vie. Bien sûr, répondit doucement Fanny. Prenez votre temps, mais ne tardez pas trop, monsieur Rousseau. De telles opportunités, croyez-moi, sont extrêmement rares. Lorsqu'Édouard raccrocha, il entendit la porte d'entrée s'ouvrir puis se refermer. Laure était rentrée de l'école. Il la trouva dans la cuisine, fouillant dans le réfrigérateur. « Salut ma grande », dit-il en s'appuyant contre le chambranle de la porte. « Comment était l'école » Laure haussa les épaules. Son visage était caché derrière la porte du réfrigérateur. « Comme d'habitude, tu sais, comme ça se passe. » Édouard savait. Les 3 derniers mois avaient été difficiles pour eux deux, mais particulièrement pour Laure. Des chuchotements à l'école, les regards compatissants des enseignants, l'absence soudaine de sa mère, tout cela l'avait marqué, laissant une trace profonde. « Écoute, Laure, commença-t-il avec hésitation. Aujourd'hui, j'ai reçu un appel d'une galerie dans une autre ville. Ils veulent organiser une exposition personnelle pour moi. » La tête de Laure se redressa brusquement, les yeux écarquillés de surprise et d'enthousiasme. « Papa, c'est génial, tu dois absolument le faire. » Son enthousiasme prit Édouard au dépourvu. « Tu penses vraiment ?» hésita-t-il. « Je ne suis pas sûr, compte tenu de tout ce qui s'est passé et de comment cela pourrait t'affecter. » Laure ferma le réfrigérateur et se tourna complètement vers son père. À ce moment, Édouard vit l'éclair de la jeune femme forte et confiante qu'elle devenait. « Papa, dit-elle fermement, tu ne peux pas mettre ta vie en pause à cause de ce que maman a fait. C'est ta chance, ton opportunité de te réaliser. Tu dois en profiter. » Édouard sentit une boule se former dans sa gorge. Il s'approcha de Laure et la serra fort dans ses bras. « Quand es-tu devenue si sage ?» demanda-t-il en retenant ses larmes. Laure rit, le son étouffé contre sa poitrine. « Il faut bien que quelqu'un soit sage dans cette maison, » murmura-t-elle. Alors que père et fille se tenaient enlacés dans la lumière déclinante du jour, Édouard sentit une lueur d'espoir. Peut-être que tout irait bien et qu'il pourrait commencer une nouvelle vie. À l'autre bout de la ville, dans la salle de rédaction bruyante de la chaîne d'information, Sylvie s'accrochait à son travail comme à une dernière bouée. Des chuchotements qui avaient commencé 3 mois auparavant ne s'étaient pas calmés. Au contraire, ils s'étaient intensifiés, devenus plus insistants, plus méchants, plus mordants. Sylvie était assise à son bureau, fixant l'écran de son ordinateur sans rien voir devant elle. Sa position, autrefois agréable de présentatrice, semblait maintenant au mieux précaire, au pire désespérée. Elle avait besoin de quelque chose, n'importe quoi, pour renverser l'opinion publique, changer l'attitude à son égard. Une idée commença à se former dans sa tête. Elle était risquée, potentiellement catastrophique, mais peut-être était-ce sa seule chance de rédemption. Avec une nouvelle détermination, Sylvie se dirigea vers le bureau d'Agnès. La directrice de la chaîne leva les yeux lorsque Sylvie entra. Son expression était un mélange de fatigue et de résignation. « Que se passe-t-il, Sylvie ?» demanda Agnès sans se soucier des politesses. Sylvie inspira profondément. « J'ai une idée pour une nouvelle série qui pourrait vraiment trouver un écho auprès de nos téléspectateurs, susciter un vif intérêt. » Agnès se renversa dans sa chaise. Le scepticisme était écrit sur son visage. « Je vous écoute. »« Une série sur la réconciliation familiale, » dit Sylvie. Les mots jaillissaient d'elle en torrents. « Nous suivrons des familles séparées par la dépendance ou d'autres problèmes, alors qu'elles tentent de guérir et de se retrouver. Ce sera honnête, ce sera authentique. C'est exactement ce que les gens veulent voir à notre époque. » Les sourcils d'Agnès se froncèrent. « Et cela n'a aucun lien avec votre propre situation, j'en suis sûr. » Sylvie sentit ses joues rougir, mais tint bon. « Mon expérience me donne une compréhension unique. Je sais ce que traversent ces familles, leurs douleurs et leurs souffrances. Je peux établir un lien avec elles comme personne d'autre. » Agnès resta silencieuse un long moment. Sylvie retint son souffle, consciente que toute sa carrière tenait à un fil. Finalement, Agnès hocha la tête. « D'accord, essayons, » ajouta-t-elle d'un ton sec. « Je vais te mettre en binôme avec Fernand Mercier. C'est un producteur exigeant, connu pour son professionnalisme. On fait les choses correctement, aucun embellissement de la réalité. »
Lorsque Sylvie sortit du bureau, son téléphone vibre. Un message de Marc, son ancien amant et collègue présentateur, travaillant maintenant sur une chaîne concurrente. Le cœur de Sylvie se mit à battre fort. Elle n'avait rien entendu de Marc depuis plusieurs mois, depuis qu'il l'avait abandonnée pour sauver sa propre peau. Mais maintenant, avec cette nouvelle opportunité à l'horizon, peut-être était-il temps de reprendre le contrôle de son récit. « J'y serai », répondit-elle. Un plan se formait déjà dans sa tête. Dans la maison, Édouard était assis dans son bureau, le téléphone à la main. Il venait de terminer une conversation avec Dominique Mercier, une art-thérapeute renommée. Ses paroles résonnaient en écho dans sa tête. L'art peut être un outil puissant de guérison, monsieur Rousseau, surtout lorsque c'est une expérience partagée. N'avez-vous pas envisagé la possibilité de travailler sur un projet commun avec Laure ? L'idée s'ancra profondément dans son esprit, se développant à chaque minute, prenant de nouvelles formes. Édouard trouva Laure dans sa chambre, écouteurs sur les oreilles, dessinant avec passion dans un carnet. « Salut ma grande », dit-il. Laure leva la tête, retirant ses écouteurs. « J'ai pensé à quelque chose. Que dirais-tu de collaborer sur une œuvre, quelque chose de grand, peut-être pour l'exposition ?» Les yeux de Laure s'illuminèrent. Un sourire s'étala sur son visage. « Vraiment, tu veux que je travaille avec toi ? Ce serait tellement génial. » Édouard hocha la tête. Son propre enthousiasme s'intensifiait. « Absolument. Tes photographies, mes œuvres de verre. Je pense que nous pourrions créer quelque chose de vraiment spécial, quelque chose d'unique. » Lorsque père et fille commencèrent à planifier, échangeant des idées et partageant leurs pensées, une chaleur emplit la pièce. Pour la première fois depuis plusieurs mois, le rire résonna dans la maison. Un son de guérison qui commençait à prendre racine. La galerie Espace Art XXe siècle bouillonnait d'anticipation. L'élite artistique se mêlait parmi les dernières créations d'Édouard Rousseau. Son voyage à travers la trahison et la douleur, exprimée dans le verre, s'ouvrait avec des critiques enthousiastes, et l'énergie dans la salle était électrique. Fanny Dupont, la conservatrice de la galerie, glissait à travers la foule. Sa fierté était évidente dans le léger relèvement des coins de ses lèvres. Elle s'arrêta près d'une œuvre particulièrement impressionnante, une sculpture ciselée de verre bleu et transparent. Son cœur fragmenté racontait son histoire. « N'est-ce pas exquis ?» chuchota-t-elle aux critiques d'art se tenant à côté d'elle. Les émotions brutes, la maîtrise technique. Rousseau s'est surpassé dans cette série de travaux. Le critique acquiesça, griffonnant fébrilement dans son carnet. C'est viscéral, la douleur, la colère, mais il y a encore autre chose. L'espoir, probablement. Vraiment remarquable. Quelque chose qui fait réfléchir. À l'autre bout de la salle se tenaient Édouard et Laure. Tous deux étaient vêtus de leurs plus beaux atours. La main de Laure était serrée au creux du coude de son père. Ses yeux brillaient de fierté alors qu'elle observait les réactions des gens face au travail de son père. « Papa » chuchota-t-elle. « Ils adorent. Regarde-les tous, ils sont en extase. » Édouard serra sa main, la gorge nouée par l'émotion. « Nous l'avons fait, Laure, nous l'avons vraiment fait, malgré tout. » En traversant la galerie, Édouard fut arrêté à plusieurs reprises par des admirateurs exprimant leur admiration. Plusieurs œuvres avaient déjà été vendues à des prix records, un fait qui les stupéfia tous deux légèrement, mais les remplit de fierté. Pendant ce temps, au fond de la galerie, une silhouette vêtue de sombre et portant de grandes lunettes de soleil se glissa discrètement à l'intérieur. Le cœur de Sylvie battait à tout rompre, tandis qu'elle embrassait du regard la scène devant elle. Le déguisement semblait ridicule et déplacé, mais elle ne pouvait risquer d'être reconnue, ne pouvait supporter l'idée de gâcher ce moment important pour Édouard et Laure. Elle se déplaçait prudemment à travers la foule. Ses yeux étaient rivés sur son ancienne famille. Édouard paraissait différent, confiant, presque radieux, rayonnant d'une force intérieure. Et Laure ? Le souffle de Sylvie se coupa. Sa fille souriait vraiment, comme Sylvie ne l'avait pas vue depuis des années. La réalité de ce qu'elle avait perdu frappa Sylvie comme un coup physique, la faisant chanceler légèrement, heurtant accidentellement une grande femme aux cheveux noirs lisses. « Ah, excusez-moi » marmonna Sylvie en tentant de passer. Les yeux de la femme se plissèrent. Un éclair de reconnaissance traversa son visage. « Madame Rousseau » demanda-t-elle d'une voix basse et perspicace. La panique s'empara de Sylvie. Elle se retourna, prête à fuir, mais se retrouva face à Fanny Dupont.
L'expression de la conservatrice était un mélange de surprise et d'autre chose. De la pitié, peut-être. « Je devrais partir », souffla Sylvie en se frayant un chemin devant Fanny et se dirigeant vers la sortie. Elle ne s'arrêta pas avant d'être à plusieurs rues de la galerie, respirant difficilement, les larmes coulant à flots sur son visage, emportant les restes d'un espoir fantomatique. Le lendemain matin, alors qu'Édouard prenait tranquillement son petit déjeuner avec Laure, le téléphone sonna. Un numéro inconnu s'afficha à l'écran. « Allô ?» répondit-il prudemment. « Monsieur Rousseau, c'est Cyril de l'émission Phare du matin. Nous aimerions vous inviter pour une interview afin de discuter de votre travail et de votre ascension soudaine dans le monde de l'art. Êtes-vous libre cette semaine ?» Édouard faillit s'étouffer avec son café de surprise. « Pardon, vous avez dit Phare du matin ?» Les yeux de Laure s'écarquillèrent, un sourire s'étala sur son visage. Elle fit signe à son père en levant le pouce en signe d'approbation. « Oui, continua Cyril, votre exposition a fait sensation. Nous pensons que nos téléspectateurs seront fascinés par votre histoire, votre parcours. » Édouard inspira profondément, se calmant. « Je serai honoré, dit-il finalement. Merci pour cette opportunité. » Dès qu'il raccrocha, Laure se jeta sur lui, le serrant fort dans ses bras. « Papa, c'est fantastique !» s'exclama-t-elle. « Tu seras formidable, je le sais. » Édouard la serra en retour, un mélange d'excitation et de nervosité bouillonnant dans son estomac. « J'espère, ma chérie, j'espère vraiment que tout se passera bien. » Le jour de l'interview fut ensoleillé et clair. Édouard était assis dans la loge, ajustant sa cravate pour la 100e fois, essayant de calmer le tremblement de ses mains. L'assistante du réalisateur passa la tête. « Monsieur Rousseau, vous entrez en scène dans 5 minutes. » Lorsqu'Édouard sortit sur le plateau, les lumières vives des projecteurs et la multitude de caméras le stupéfièrent un instant. Il inspira profondément. Il pouvait le faire. Il devait le faire. Pour lui. Pour Laure. La présentatrice, une femme bienveillante nommée Agnès, lui sourit chaleureusement. « Bienvenue, Édouard. Nous sommes si heureux de vous avoir aujourd'hui. Votre exposition Reflets brisés a littéralement secoué le monde de l'art. Pouvez-vous nous parler un peu de votre source d'inspiration ?» Édouard marqua une pause, pesant soigneusement ses mots. « La vie a l'habitude de nous surprendre, commença-t-il. Sa voix était calme, mais pleine de sens profond. Parfois, ces surprises détruisent notre monde jusqu'aux fondations. Mais j'ai appris que c'est précisément ce que nous faisons avec ces décombres qui nous définit véritablement, qui façonne notre personnalité. » Tandis qu'Édouard parlait, il évoqua la persévérance, la transformation, le pouvoir guérisseur de l'art. Le public écoutait chacun de ses mots, captivé par son éloquence et sa sincérité, sa sagesse acquise à travers la douleur. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Sylvie était assise dans une salle de montage faiblement éclairée avec Fernand Mercier, visionnant le matériel filmé pour la dernière interview de la série sur la réconciliation familiale. L'atmosphère était tendue. L'air était imprégné d'accusations non formulées. À l'écran, une femme d'âge moyen essuyait ses larmes avec un mouchoir. « Je ne comprends tout simplement pas, disait-elle. Comment quelqu'un peut-il trahir sa famille de cette façon ? Ne comprennent-ils pas le mal qu'ils causent, la douleur qu'ils infligent ?» Sylvie bougea maladroitement sur sa chaise, trop consciente des parallèles avec sa propre situation. Fernand, ne manquant jamais une occasion, bondit. « Tu sais, Sylvie, dit-il, sa voix était trompeusement calme. Je pense que nos téléspectateurs seraient vraiment touchés par ton histoire. N'as-tu pas pensé à parler de ta propre expérience devant la caméra ? Ce serait un vrai succès. » Sylvie releva brusquement la tête. Ses yeux s'écarquillèrent. « Quoi ? Non, je ne peux pas. C'est trop personnel. » Fernand se pencha en avant. Son expression était tendue, presque agressive. « Réfléchis-y. Cela pourrait être puissant, sincère, réel. N'est-ce pas le sujet de toute notre série ? L'honnêteté, l'ouverture. » L'idée horrifia Sylvie. Mais une partie d'elle se demandait si ce n'était pas sa chance de rédemption, de pardon. Les mains tremblantes, elle hocha la tête. « D'accord, » chuchota-t-elle. « Faisons-le. » Le segment qui en résulta fut vraiment authentique, peut-être même trop. Sylvie sanglota devant la caméra. Sa façade soigneusement construite s'effondra lorsqu'elle admit ses erreurs et toute la profondeur de sa chute. En quelques heures après la diffusion, les clips de l'aveu émotionnel de Sylvie se répandirent sur les réseaux sociaux et les sites de potins comme un feu de forêt, devenant le sujet de toutes les discussions. Dans son nouvel appartement,
Marc regardait l'enregistrement de l'effondrement émotionnel de Sylvie avec un mélange d'horreur et de soulagement. Il avait esquivé la balle en rompant la relation quand il l'avait fait. Observant les souffrances publiques de Sylvie et le succès croissant d'Édouard, Marc prit une décision finale. En quelques clics rapides sur son téléphone, il bloqua tous ses comptes sur les réseaux sociaux. Il était temps d'avancer définitivement, de laisser le passé derrière lui. Deux destins opposés. Alors que l'interview éloquente d'Édouard sur Phare du matin et l'effondrement émotionnel de Sylvie devint viraux, l'opinion publique se cristallisa. Édouard apparaissait comme le héros blessé. Sa noblesse et sa résilience face à la trahison suscitaient l'admiration. Sylvie, en revanche, devint l'incarnation de la méchante déshonorée. Ses tentatives de rédemption étaient perçues avec scepticisme et mépris. Le contraste ne pouvait être plus frappant. Cette nuit-là, fixant leurs plafonds respectifs, ils ne pouvaient s'empêcher de s'émerveiller de la façon dont leur chemin avait divergé si différemment depuis cette nuit fatidique quelques mois auparavant. Le succès de l'exposition d'Édouard et son apparition sur Phare du matin ouvrirent des portes dont il n'aurait jamais pu rêver. Assis dans son atelier, entouré d'œuvres inachevées et d'esquisses, une idée commença à se former dans sa tête. Il pensait à ses premières semaines difficiles après le départ de Sylvie, à quel point Laure était perdue et en colère. Il se souvint du conseil de Dominique Mercier sur l'art-thérapie et de comment le travail commun sur leur œuvre collective les avait aidés tous deux à guérir, à trouver du réconfort. Avec une excitation croissante, Édouard prit son téléphone et composa le numéro de Dominique Mercier. « Madame Mercier, c'est Édouard Rousseau. Je pensais à ce que vous aviez dit sur l'art-thérapie et j'ai une idée dont j'aimerais discuter avec vous. » Au cours des semaines suivantes, Édouard se lança dans son nouveau projet avec la même passion qu'il mettait dans ses œuvres d'art. Il contacta les écoles locales, des spécialistes de la santé mentale et des collègues artistes, donnant progressivement vie à sa vision, rassemblant une équipe de personnes partageant les mêmes idées. Le résultat fut l'initiative « L'art guérit », un programme d'art-thérapie pour les écoles locales, conçu pour aider les enfants ayant vécu des traumatismes. L'événement central était une vente aux enchères caritative présentant les œuvres d'Édouard et d'autres artistes renommés, dont tous les fonds iraient au financement du programme. Lorsqu'Édouard se tenait sur le podium le soir de la vente aux enchères, regardant la foule d'amateurs d'art, d'éducateurs et de défenseurs de la santé mentale, il ressentit un profond sentiment d'accomplissement. « L'art possède le pouvoir de transformer la douleur en beauté », commença-t-il. Sa voix était forte et claire. Il peut donner une voix à l'inexprimable, une forme à l'intangible, devenir un pont entre la souffrance émotionnelle et la guérison. Plusieurs œuvres, y compris celles d'Édouard, se vendirent bien au-delà de leur valeur estimée. Ils collectèrent suffisamment de fonds pour financer des programmes d'art-thérapie dans les écoles pour plusieurs années à venir. Alors qu'Édouard échangeait avec le public après la vente aux enchères, une femme élégante d'une 50aine d'années s'approcha de lui. « Monsieur Rousseau, je suis le professeur Gilles Laurent de l'Académie des Arts Grand Style. J'ai été incroyablement touché par votre travail et votre discours ce soir. Nous suivons votre carrière avec beaucoup d'intérêt et j'aimerais discuter d'une opportunité potentielle. » Les sourcils d'Édouard se levèrent. « L'Académie des Arts, bien sûr. Je serais honoré de discuter de toute opportunité. » Le professeur Laurent sourit chaleureusement. « Excellent. Nous envisageons de vous offrir un poste d'artiste invité à l'Académie des Arts. C'est une opportunité prestigieuse qui vous permettra de partager votre expérience avec nos étudiants tout en poursuivant votre propre parcours créatif. » L'Académie des Arts était l'une des meilleures écoles d'art du pays. L'opportunité était incroyable, mais cela signifierait bouleverser à nouveau toute leur vie. Ils pensaient alors aux progrès qu'ils avaient réalisés en reconstruisant leur vie ici, dans cette ville. « C'est une offre extraordinaire, dit prudemment Édouard. Mais je dois en discuter avec ma fille. Nous avons traversé beaucoup de choses et tout changement important affectera sa scolarité. » Le professeur Laurent hocha la tête avec compréhension. « Bien sûr, prenez votre temps. Nous pensons que votre perspective unique et votre talent seraient inestimables pour nos étudiants. » Sur le chemin du retour, les pensées d'Édouard flottaient dans un monde de possibilités. Il trouva Laure dans sa chambre, entourée de photographies éparpillées sur le lit. « Salut ma grande », dit-il en s'appuyant contre le chambranle. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» Laure leva les yeux, ses yeux brillaient d'excitation. « Papa, regarde, je travaillais sur une série. Je l'ai appelée « À travers les fissures ». Édouard s'approcha, examinant les photographies. Elles étaient stupéfiantes.
des images pénétrantes capturant des fragments de vie des derniers mois. Du verre brisé à côté de nouvelles pousses. Des ombres cédant la place à la lumière. La douleur se transformant en espoir. Une boule se forma dans sa gorge. « L'or, c'est incroyable », souffla Édouard. La fierté le submergeait. L'or rayonna. « Merci, je les poste sur les réseaux sociaux. Et tu sais quoi ? Le centre de jeunesse du centre-ville veut les exposer lors de leur prochaine exposition. » Édouard la serra dans ses bras. La fierté gonflait sa poitrine. « C'est formidable, ma chérie. Je suis si fier de toi, de ton talent. » Se détachant, Édouard inspira profondément. « Écoute, quelque chose s'est passé aujourd'hui dont je veux te parler. » Il expliqua l'offre de l'Académie des Arts, observant attentivement sa réaction. Les yeux de Laure s'illuminèrent. « Papa, c'est magnifique. L'Académie des Arts, c'est le rêve de tout artiste. Tu dois le faire. » Édouard sourit, secouant la tête avec étonnement. « Cela signifie déménager, tu sais, tout laisser ici, tout recommencer de zéro. » L'expression de Laure devint sérieuse. « Je sais, mais papa, regarde comme nous avons progressé. Peut-être que c'est notre chance de recommencer ensemble, dans un nouvel endroit, avec de nouvelles opportunités. » Alors qu'ils discutaient du déménagement potentiel, le téléphone d'Édouard bipa, signalant un nouvel email. Son souffle se coupa lorsqu'il vit l'expéditeur, Sylvie. Le message était bref, presque détaché. « Édouard, j'écris un livre sur mon expérience de l'année passée. J'aimerais inclure ton histoire de réussite dans le récit. Serais-tu prêt à nous rencontrer pour en discuter ?» Édouard fixa le message. Une tempête d'émotions le submergea. Une partie de lui voulait supprimer immédiatement le message, continuer à avancer sans regarder en arrière. Mais une autre partie, profondément enfouie, murmurait que cela pourrait être une opportunité de conclusion, d'adieu définitif au passé. Il montra le message à Laure, observant attentivement son visage. Elle fronça les sourcils, puis le regarda avec une maturité qui ne correspondait pas à son âge. « Qu'en penses-tu, papa ?» demanda-t-elle doucement. Édouard passa sa main dans ses cheveux, soupirant lourdement. « Je ne sais pas, ma chérie. Une partie de moi pense que c'est une terrible idée, mais l'autre... Peut-être est-ce une chance de tout régler enfin, de mettre un point final. » Laure hocha lentement la tête. « Peut-être que c'est le cas. Et peut-être est-ce une chance pour maman de comprendre ce qu'elle nous a fait, la douleur qu'elle a causée. » Après un long moment de réflexion, Édouard répondit au message. « Sylvie, je suis prêt à nous rencontrer. Faites-moi savoir quand et où. » En appuyant sur « Envoyer », il se figea, réfléchissant à ce qui devait se passer ensuite. Il savait que lui et Laure affronteraient cela ensemble. Ils avaient traversé la tempête et en étaient sortis plus forts. Maintenant, avec de nouvelles opportunités à l'horizon, ils étaient prêts à écrire le prochain chapitre de leur histoire, selon leurs propres termes, selon leurs propres règles. Le café Colombazur était niché confortablement entre une boutique de librairie et un café branché, attirant les visiteurs par son atmosphère décontractée. Cependant, derrière son extérieur charmant se cachait une tension impossible à ignorer. À l'intérieur, Sylvie était assise à une table dans le coin. Ses doigts tambourinaient nerveusement sur le bois poli. Elle était arrivée tôt, décidée à répéter encore une fois son plan avant l'arrivée d'Édouard. Ses cheveux, autrefois parfaitement coiffés pour le journal télévisé du soir, pendaient maintenant autour de son visage, ayant perdu leur éclat. Les cernes sombres sous ses yeux témoignaient de nuits blanches passées à agoniser sur chaque mot de sa proposition de livre. Cette rencontre était sa dernière chance, sa dernière tentative désespérée de sauver quelque chose des décombres de sa vie détruite. Édouard Rousseau était assis dans sa voiture, les mains serrant le volant jusqu'à ce qu'elle blanchisse. Il était passé devant le café 2 fois avant de finalement se garer. Chaque tour était une tentative de se préparer à ce qui l'attendait. Le dossier épais sur le siège passager semblait devenir de plus en plus lourd à chaque minute. À l'intérieur se trouvaient les restes tangibles de la douleur que Sylvie avait causée. Notes sur la thérapie de Laure, rapport scolaire, fragments de son projet photo, une chronique de la trahison et de ses terribles conséquences. Inspirant profondément, Édouard sortit finalement de la voiture. Il ajusta sa veste, une habitude de l'époque où il était un maître verrier respecté,
devenue maintenant une étoile montante du monde de l'art. L'ironie ne lui échappait pas. Son plus grand succès était né de sa douleur la plus profonde. Lorsqu'il entra dans le café, une clochette tinta doucement au-dessus de la porte. La tête de Sylvie se releva brusquement. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'ils rencontrèrent ceux d'Édouard. Pendant un instant, personne ne bougea. Des années de silence s'étiraient entre eux comme un gouffre infranchissable. Édouard rompit le premier le silence, se dirigeant vers la table d'un pas mesuré. Il s'assit en face de Sylvie. Son visage était un masque de neutralité soigneusement construit. « Bonjour Sylvie », dit-il. Sa voix était calme. Son discours répété s'évapora soudainement, se dissolvant dans l'air. « Édouard, merci d'être venu », murmura-t-elle. Un silence gênant s'installa entre eux. Des années de paroles non dites flottaient dans l'air, le remplissant de lourdeur. Finalement, Sylvie se racla la gorge avec le désespoir d'une personne qui se noie, s'accrochant à une paille. « J'écris un livre », commença-t-elle. Sa voix gagnait en force au fur et à mesure qu'elle parlait. Un voyage de découverte de soi et de rédemption. Je veux raconter l'histoire complète du parcours de notre famille. Le bon, le mauvais, le terrible, tout tel que c'était. Édouard écoutait en silence. Son visage était un masque impénétrable, ne trahissant aucune émotion. « J'ai commis des erreurs impardonnables, dit Sylvie, mais ce livre est une chance de tout réparer, de m'expliquer, de m'excuser, de montrer à quel point j'ai changé, à quel point j'ai pris conscience de ma culpabilité. » Tandis que Sylvie parlait, la main d'Édouard se tendit vers le dossier. Il passa ses doigts sur les bords, sentant le poids de son contenu. « Tu as fini ?» demanda-t-il calmement lorsque Sylvie fit finalement une pause pour reprendre son souffle. Sylvie hocha la tête. L'espoir brilla dans ses yeux. Édouard inspira profondément, puis parla. Sa voix était calme, mais ferme. « Non, Sylvie, je ne participerai pas à ton livre. De plus, j'interdis l'utilisation de quoi que ce soit lié à moi et à l'or. » L'espoir dans les yeux de Sylvie s'éteignit, remplacé par la confusion et la douleur. « Mais pourquoi ? Cela pourrait être notre chance de guérir, d'avancer, notre chance de pardon. » La voix d'Édouard devint plus tranchante. Une rage contenue y résonnait. « Il n'y a plus de nôtre, Sylvie. Tu t'en es occupée toi-même. » Il posa le dossier sur la table, le poussant vers elle. « Voilà pourquoi. Ouvre-le. » Les mains tremblantes, Sylvie ouvrit le dossier. Le souffle se coupa lorsqu'elle vit le contenu. Page après page documentait la douleur qu'elle avait causée. Notes sur la thérapie de l'or, sur son désarroi, rapports scolaires montrant la chute des notes, photographies capturant des moments de tristesse et de perte. « C'est l'histoire que tu ne racontes pas, Sylvie, » dit doucement Édouard. « Ce sont les conséquences de tes décisions. Les vies détruites, les rêves brisés. » Le sang-froid de Sylvie s'effondra, les larmes coulant à flots sur son visage tandis qu'elle réalisait tout le poids de ses actes. « Pardon, » murmura-t-elle, « je suis tellement désolée. S'il te plaît, Édouard, donne-moi une autre chance. Laisse-moi redevenir une partie de ta vie, être près de l'or. » Édouard resta impassible face à ses larmes. Il avait versé suffisamment des siennes au cours des derniers mois. « Ton chemin vers la rédemption est ton propre voyage, Sylvie, dit-il en se levant. Il n'inclut pas moi et l'or. Il n'y a plus de nous. » Se tournant pour partir, Édouard s'arrêta, regardant Sylvie une dernière fois. « Trouve ton propre chef-d'œuvre, Sylvie, dit-il calmement. Arrête d'essayer de détruire le nôtre que nous avons construit si longtemps. » Sur ces mots, il sortit du café, laissant Sylvie seule avec les preuves de sa trahison étalées devant elle. Lorsque la porte se referma derrière lui, Édouard sentit un poids s'alléger de ses épaules. Il avait trouvé sa conclusion, et maintenant il était temps de se concentrer sur l'avenir, le sien et celui de l'or. Quelques semaines plus tard, le centre communautaire bouillonnait d'excitation. La vente aux enchères caritatives, l'art guéri, création d'Édouard, battait son plein. Les célébrités du monde de l'art se mêlaient aux médias locaux. Tous étaient attirés par la promesse d'un art exceptionnel et d'une noble cause. Édouard se tenait à l'entrée, accueillant les invités avec un sourire chaleureux. Il avait parcouru un long chemin depuis l'homme brisé qu'il était quelques mois auparavant. Maintenant, il rayonnait de confiance, de paix intérieure et de force. À ses côtés se tenait l'or. Ses yeux brillaient de fierté,
tandis qu'elle aidait à présenter les œuvres d'art et à partager leurs histoires avec les visiteurs. Sa propre série de photographies, à travers des fissures, avait attiré une attention considérable, lui valant une place à la vente aux enchères aux côtés d'artistes renommés. Et voici Persévérance en bleu, expliqua Laure à un invité fasciné, en désignant l'une des sculptures de verre d'Édouard. Mon père l'a créée comme incarnation de notre parcours de l'année passée, de notre ascension depuis les cendres. Édouard serra doucement son épaule, émerveillé par son sang-froid et sa maturité. Ils avaient traversé tant de choses ensemble. Leur lien était devenu encore plus fort, indestructible. Alors que la soirée touchait à sa fin, Édouard monta sur scène pour s'adresser à la foule. Il parla avec passion de l'importance de l'art et de la guérison. Ses mots résonnèrent auprès du public captivé. « L'art possède le pouvoir de transformer la douleur en beauté », disait-il. Sa voix vibrait de conviction. Il peut donner une voix à l'inexprimable et une forme à l'intangible. Nous espérons apporter ce pouvoir transformateur dans la vie de ceux qui en ont besoin. Un murmure parcourut la foule lorsqu'une silhouette familière apparut soudainement dans l'allée. Édouard sentit son cœur se serrer, mais resta calme. Avant que quiconque ne puisse l'arrêter, Sylvie arracha le microphone des mains d'Édouard. « Comment osez-vous » cracha-t-elle. Sa voix résonna dans le silence stupéfait. « Comment osez-vous utiliser la tragédie de notre famille pour votre propre bénéfice et gloire, pour la publicité ?» La salle se figea. Tous les regards se tournèrent vers Édouard. Il se tenait droit. Son visage était un masque de calme face à cette embuscade inattendue. « Sylvie » commença-t-il. Sa voix était stable et claire. « Il ne s'agit pas d'abus, il s'agit de transformation. Notre douleur en quelque chose de beau, quelque chose qui aide les autres, qui les inspire. » Du coin de l'œil, Édouard vit un mouvement. Laure marchait vers la scène. Son menton était fièrement levé. Pendant un instant, la peur le saisit, la peur que cette confrontation détruise à nouveau tous les progrès qu'ils avaient accomplis. Mais lorsque Laure atteignit la scène, elle ne recula pas. Au lieu de cela, elle se tint aux côtés d'Édouard, faisant face à Sylvie et à la foule avec une détermination inébranlable. « Ce que papa a fait n'est pas à propos de toi, » dit Laure. Sa voix était claire et forte. « Il s'agit de croissance, de guérison. Je suis fier de qui nous sommes devenus, du chemin que nous avons parcouru. » Sylvie tressaillit, et sa résolution vacilla lorsqu'elle réalisa la profondeur de son erreur. Elle tenta de reculer, de s'expliquer, mais ses mots se perdirent dans le vide. Les agents de sécurité apparurent, escortant Sylvie hors de la salle avec douceur mais fermeté. Ses supplications se perdirent dans le fond des chuchotements soutenants de la foule. Édouard serra Laure dans ses bras. « Je suis si fier de toi », chuchota-t-il. Il remarqua les objectifs des caméras dirigés vers eux. Il savait que d'ici le matin, cet incident se propagerait sur les réseaux sociaux, consolidant définitivement l'opinion publique en leur faveur. Mais en ce moment, cela ne signifiait rien. Tout ce qui comptait, c'était la force qu'il voyait dans les yeux de sa fille. Le lien indestructible qu'ils avaient forgé à travers la douleur et la guérison partagée. Lorsque la vente aux enchères reprit, l'énergie dans la salle changea complètement. Une compréhension plus profonde du pouvoir guérisseur de la créativité imprégnait l'air. Les enchères montèrent plus haut que prévu. Chaque œuvre trouva son acheteur, touché par son histoire. À la fin de la soirée, alors qu'Édouard et Laure se tenaient parmi les chevalets et piédestaux vides, ils réalisèrent qu'ils avaient accompli quelque chose de vraiment spécial. Ils avaient transformé leur douleur en but, leur tragédie en triomphe. Et sortant dans l'air frais de la nuit, enlacés, ils étaient prêts à affronter tout ce qui les attendait ensemble. Dans la semaine qui suivit la vente aux enchères caritatives « L'art guéri », le téléphone d'Édouard ne cessait de sonner. La confrontation dramatique avec Sylvie était devenue virale, transformant un événement déjà réussi en sensation nationale. Des écoles de tout le pays le contactaient, désireuses de mettre en place leur propre programme d'art-thérapie. Les spécialistes de la santé mentale louaient l'initiative, soulignant le pouvoir transformateur de l'expression de soi dans la guérison des traumatismes. Alors qu'Édouard était assis dans son atelier, entouré de sculptures inachevées et d'esquisses de nouvelles œuvres, son agent Cyril fit irruption en agitant une pile de papier. « Édouard, tu ne vas pas le croire », s'exclama-t-il. Ses yeux brillaient d'excitation. « Nous avons des propositions de 3 grandes maisons d'édition. Ils veulent que tu écrives un livre sur ton voyage, ta guérison
ton expérience. Édouard se renversa dans sa chaise, passant sa main dans ses cheveux. Un livre. Je ne sais pas, Cyril. Je ne suis pas écrivain, je suis artiste. Cyril secoua la tête en souriant. C'est justement tout l'intérêt. Ils ne veulent pas un traité académique aride. Ils veulent ton histoire. Comment tu as utilisé l'art pour surmonter le traumatisme et la trahison, et comment d'autres peuvent le faire, trouver leur chemin. Alors qu'il réfléchissait à cette idée, Édouard entendit la porte d'entrée s'ouvrir puis se refermer. Un instant plus tard, Laure apparut dans l'embrasure de son atelier. Son visage rayonnait d'excitation. « Papa, devine quoi ?» lança-t-elle avant de remarquer Cyril. « Ah, pardon, je n'avais pas compris que tu avais de la visite. » Édouard lui fit signe d'entrer. « C'est Cyril. Qu'est-ce qui t'excite tant ?» Laure inspira profondément, puis annonça. « J'ai décidé que je veux entrer dans une école d'art. Et pas n'importe laquelle. L'Académie des Arts Grand Style. » Un silence s'installa dans la pièce, suivi d'exclamations joyeuses. Édouard serra Laure fort dans ses bras. Son cœur débordait de fierté. « C'est formidable, ma chérie, dit-il, sa voix pleine d'émotion. Sache que je te soutiendrai à chaque étape, dans toutes tes entreprises. » Père et fille célébraient le début de ce nouveau chapitre de leur vie. À l'autre bout de la ville, Sylvie faisait face aux conséquences de ses actes. Dans la salle de rédaction de la chaîne d'information, on parlait à nouveau d'elle en chuchotant. Sylvie fut conduite dans le bureau d'Agnès. Le visage de la directrice était sombre lorsque Sylvie s'assit en face d'elle. « Sylvie ?» commença Agnès, sa voix ne laissant aucune place aux objections. « Après l'incident à la vente aux enchères caritatives, nous n'avons d'autre choix que de te licencier. Tes actions ont irrémédiablement miné la réputation de la chaîne et sa confiance auprès des téléspectateurs. » Sylvie sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Agnès, s'il vous plaît, supplia-t-elle, c'était une erreur. Je peux expliquer, et je vais tout arranger. » Agnès leva la main, l'interrompant. « Il ne s'agit pas seulement de la vente aux enchères, Sylvie. Ta série sur la réconciliation familiale a été un désastre. Les téléspectateurs ne te font plus confiance. Ils te voient comme une menteuse. Je suis désolé, mais cette décision est définitive et ne peut être contestée. » En sortant de la chaîne avec ses affaires personnelles dans un carton, Sylvie réalisa toute la profondeur de sa chute. Son téléphone vibrait continuellement avec des notifications. Toutes les grandes chaînes et agences de presse du pays rapportaient son effondrement public et son licenciement subséquent. Les jours se transformèrent en semaines. Sylvie cherchait désespérément du travail, mais sa réputation la précédait comme une ombre noire. Les portes se fermaient devant elle. Une rétrogradation importante par rapport à présentatrice des Nouvelles Nationales, n'est-ce pas ? Dit la directrice en regardant le CV de Sylvie avec scepticisme, lui offrant un poste de DJ à la radio de nuit. Sylvie ravala sa fierté. « Je suis prête à commencer n'importe où, dit-elle en forçant un sourire. » Recommencer, jouant de la musique pour les insomniaques et les camionneurs aux heures tardives n'était pas facile. Sylvie ne pouvait s'empêcher de penser à quel point elle était tombée bas. Le glamour et l'éclat de sa vie passée semblaient maintenant un rêve lointain, un fantôme qu'on ne peut récupérer. Pendant ce temps, l'étoile d'Édouard continuait de monter. Les propositions d'interview et d'intervention pleuvaient. Beaucoup promettaient des accords lucratifs s'ils décriaient publiquement Sylvie, mais Édouard refusa fermement toutes ces offres. « Je ne suis pas intéressé à humilier ou à noircir qui que ce soit, » dit-il fermement à Cyril. « Mon objectif est la guérison et la croissance. C'est l'histoire que je veux raconter au monde. C'est la pensée que je veux transmettre. » Alors que l'été laissait place à l'automne, Édouard et Laure se préparaient à déménager dans une autre ville. Le poste d'artiste invité d'Édouard à l'Académie des Arts devait commencer la nouvelle année, ce qui coïncidait parfaitement avec le début de la première année de Laure, si elle était acceptée. Un après-midi, en rangeant les souvenirs accumulés au fil des années, Édouard trouva une vieille photo de famille. Elle montrait tous les trois, Édouard, Sylvie et une Laure beaucoup plus jeune, souriante, sur une plage, ressemblant à une famille parfaite et heureuse. Édouard regarda longtemps la photographie. Un mélange complexe d'émotions l'envahit. Puis, inspirant profondément, il la plaça dans une boîte étiquetée « Passé ». « Tout va bien, papa ?» demanda Laure en remarquant sa méditation. Édouard sourit, la serrant d'un bras. « Parfaitement, ma chérie. Je me souviens simplement d'où nous étions, et j'attends avec impatience où nous irons ensuite, quels horizons nous attendent. »
Dans les derniers jours avant le déménagement, Édouard et Laure se lancèrent dans un dernier projet. Une installation à grande échelle qu'ils appelèrent « Tracer le chemin vers l'avant ». Elle incluait des fragments de verre brisés des œuvres antérieures d'Édouard, entrelacés avec les photographies de Laure, symbolisant leur voyage de la destruction vers un lien plus fort et indestructible, vers la Renaissance. En se levant pour admirer l'œuvre achevée, Édouard sentit la sérénité et une paix profonde l'envahir. Ils avaient survécu à la tempête, étaient devenus plus forts et étaient maintenant prêts à commencer un nouveau chapitre de leur vie, rempli de sens et de créativité. L'histoire se termine par un matin clair de janvier, alors qu'Édouard et Laure se tiennent devant leur installation achevée. Tracer le chemin vers l'avant, lors de l'exposition d'accueil de l'Académie des Arts Grand Style. Les étudiants et les professeurs circulent, admirant l'œuvre et conversant avec les artistes. Édouard regarda Laure, voyant non seulement sa fille, mais aussi une jeune artiste talentueuse. Elle avait tellement grandi au cours de la dernière année, surmontant des épreuves qui auraient brisé beaucoup d'adultes. « Prête ?» demanda-t-il en serrant sa main. Laure lui offrit un sourire éclatant. Ses yeux brillaient d'excitation et de détermination. « Prête plus que jamais. Allons-y, papa, vers l'avenir. » Se tournant pour accueillir le doyen de la faculté d'art, Édouard ressentit une vague de fierté et d'espoir. Quelles que soient les difficultés qui les attendaient, il savait qu'il les affronterait ensemble, plus forts et plus unis que jamais.